Azul Flawon, bonjour à toutes et à tous. Azul Afid, Zoul, bonjour Hamid. merci d'avoir accepté l'invitation du Centre culturel franco-berbère. On a multiplié, notamment avec Fazia et Lamia, un certain nombre euh, de thématiques sur les réseaux, sur les visios, etc. Ça marche plutôt bien. Et Afid, on est heureux aujourd'hui de te recevoir dans le cadre de la première édition de la semaine de la langue tamazirt. Et on fait le pont en parallèle à l'hommage du 32e anniversaire de la disparition de Damouloud Mamri, que je te laisserai tout à l'heure prendre le temps d'évoquer. Peut-être que dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter. Moi, je te connais maintenant depuis un certain nombre d'années. Je t'ai connu, j'étais très jeune dans les réseaux amazirs, berbères en tant que militant. Afid, tu es né en Algérie, à Afgaït, profession agrégée de mathématiques, et aujourd'hui tu es cadre supérieur de l'éducation nationale. Et tu es aussi un homme qui a beaucoup d'autres activités, n'est-ce pas? Tu es aussi journaliste et doctorant en anthropologie au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et tu as notamment réalisé de nombreux entretiens avec de nombreuses personnalités françaises, notamment des chercheurs, des artistes, et notamment Pierre Bourdieu, Germaine Tillon, Pierre Berger, la célèbre Tassadit Yassine, Boualem Sansal, Kamel Daoud. Donc, un certain nombre, enfin une vie plutôt foisonnante à ce niveau-là. Et puis tu as travaillé sur un ouvrage avec Tassadit Yassine autour de la figure de Mouloud Mamri, qui est sorti en France il y a maintenant 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et a priori, je te laisserai le soin de le dire, qui doit sortir aussi prochainement en Algérie. Donc, merci Afid pour de ta présence. Et peut-être en guise de première question, pourquoi avoir publié cet ouvrage autour de la figure de Mouloud Mamri? D'où est-ce que cette idée t'est venue? Merci Hamid, merci de tes mots de bienvenue. C'est moi qui suis content et honoré d'être avec vous ce soir et avec les personnes évidemment qui sont avec nous sur Facebook. Oui, pour ce qui est d'abord du livre qui s'appelle Avec Mouloud Mamri, qui est au fait une collection de textes de Tassadit Yassine sur Mouloud Mamri, que j'ai publié en 2018 aux éditions Non-Lieu à Paris et aussi au Maroc, aux éditions La Croisée des Chemins. Et ce livre, comme tu l'as dit, est déjà sorti en Algérie le 25 février avec un autre titre, ça s'appelle La face cachée de Mouloud Mamri, c'est aux éditions Coucou. Alors pourquoi ce livre? Simplement, on parlait tout à l'heure hors antenne d'un colloque sur lequel j'ai travaillé avec Tassadit Yassine à l'occasion du centenaire de la naissance de Mouloud Mamri, qui a été un colloque qui a été organisé le 30 octobre 2017, très exactement, puisque Mamri est né en 1917, pardon, le 28 décembre 1917, on en parlera tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, ce colloque, j'ai eu la chance, Tassadit Yassine m'a demandé d'y travailler avec elle, avec différentes personnalités, des chercheurs, des anthropologues, comme Mouloud Mamri. Et à la sortie de ce colloque, qui était très riche et qui a été couvert d'ailleurs par la Berbère Télévision, on a parlé avec Tassadit Yassine sur un certain nombre de textes qu'elle a publiés depuis très longtemps maintenant sur Mouloud Mamri. Ça, c'est un premier point. Et l'idée, c'était de les rassembler, de leur donner une cohérence, et puis de les annoter surtout, de les positionner dans le temps. Et puis, certains de ces textes sont très importants, comme ceux qui parlent de l'engagement de Mouloud Mamri pendant la guerre d'Algérie. Ça s'appelle, cet ensemble de textes, ce dossier s'appelle Mouloud Mamri dans la guerre. Donc, Tassadit Yassine, je l'ai d'abord convaincu que c'était peut-être intéressant qu'on puisse rassembler ces textes, puisqu'il y a beaucoup de choses autour de la personnalité de Mouloud Mamri qui se disent, mais il y a énormément de choses qui sont méconnues sur lui. Et après, c'est elle qui m'a encouragé finalement, et on a réussi comme ça, en un an, à boucler ce livre avec aussi des archives. Et il y a quelque chose d'inédit quand même dans ce livre, en dehors de ces textes que j'ai rassemblés
et que j'ai annoté encore une fois, c'est un entretien que j'ai fait avec elle en 2017 et qui est publié et qui parle à la fois d'elle et de Mouloud Mamri. Voilà donc pour répondre à ta question, Hamid. Merci, Hafid. Alors, on a à peu près 1 heure devant nous sur ce sujet. J'invite les personnes qui sont en train de nous suivre en direct sur Facebook. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des textos. Hafid sera ravi de pouvoir y répondre. Donc, on est là pour tous les deux là pour 1 heure. Donc, n'hésite pas à développer tout ça sur cette figure de Mouloud Mamri qui est une vraie figure du monde d'Amazir, qui est d'abord effectivement kabyle, mais lorsque on se déplace un peu en Afrique du Nord, Mouloud Mamri incarne vraiment cette identité amazir au sens large du terme. Je pense que c'est ce qu'on retrouve probablement aussi dans tes entretiens, dans cet ouvrage. Absolument, la dimension amazir, berbère, au-delà de l'Algérie, c'est ce que tu veux dire probablement, mais aussi une dimension universelle. Alors mon propos, je vais le diviser en 2 parties, exactement comme le titre d'ailleurs de cette conférence, l'héritage et la transmission. Ça sera essentiellement autour de la langue, avec une ramification, bien sûr, sur la culture, puisqu'une langue, comme tu le sais, comme vous le savez, véhicule une culture. Je souligne simplement que j'ai publié le 24 février, simultanément, sur Mediapart et dans El Watan en Algérie, un article. D'ailleurs, pour moi, c'est un honneur d'avoir publié à la fois cet article-là, à la fois en Algérie et en France, dans des médias importants. Un article qui s'appelle Mouloud Mamri, d'ailleurs, héritage et transmission, et qui raconte à peu près, pas dans les détails, bien entendu, ce que je vais raconter aussi aujourd'hui. Alors, Mouloud Mamri, c'est un personnage avec aux multiples facettes, c'est-à-dire un homme aux multiples facettes. C'était un romancier, c'était un dramaturge, ça veut dire qu'il a fait des romans, il a fait aussi des pièces de théâtre, il a fait très exactement 4 romans, 3 pièces de théâtre. C'est une âme de poète également, ce n'est pas un poète à proprement dit, puisqu'il a écrit des poèmes, mais la publication de poèmes n'a pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, l'essentiel de son œuvre. Mais on voit bien quand on le connaît, quand on l'a lu, quand on l'a fréquenté, j'allais dire intellectuellement parlant, que c'est une âme de poète, on en reparlera tout à l'heure. C'est aussi un professeur, Hamid, de littérature française, au lycée en particulier, et puis un anthropologue. Et je rajoute un linguiste. Vous voyez, c'est vraiment un panel extraordinaire de facettes, tout simplement. Donc, on peut penser que c'est a priori un homme parfaitement inclassable, c'est-à-dire quelqu'un qui a énormément d'activités et qui peut-être a aussi fait un peu de tout, probablement, d'ailleurs, on peut le penser, sans cohérence. C'est totalement faux quand on connaît évidemment son œuvre et son travail. C'est une cohérence, cet homme-là. C'est un intellectuel qui est issu des dominés, donc les Kabyles, les Berbères, les Algériens. Il est né en 1917 pendant la colonisation et cette origine qu'il avait et qu'il a de dominer lui donna d'une certaine manière une mission. Et il s'est donné cette mission. Il dit même pour lui que c'était inévitable, qui est donc ce qu'il a fait vraiment le dénominateur commun de toute cette œuvre multiple, qui est la défense, l'illustration de la langue et de la culture amazigh, et aussi évidemment la défense un petit peu des dominés qui étaient les Berbères, mais pas seulement. Donc c'était pour lui un appel de l'histoire, comme je l'ai dit. Il est décédé malheureusement brutalement dans un accident de voiture près de Ain Defla en Algérie dans la nuit du 25 au 26 février 1989. Donc il est mort il y a 32 ans alors qu'il revenait d'un colloque à Oujda, justement, puisqu'on parlait de son ouverture sur la mazirité au sens large. Il revenait donc de ce colloque à Oujda au Maroc sur la mazirité. Donc, sur la question de l'héritage, il faut quand même que je raconte un petit peu l'enfance, ce qui a été le vécu d'abord de l'enfance de Mamri, parce que le premier héritage, c'est celui-là.
Mouloud Mamri est né le 28 décembre 1917 dans une Algérie qui était soumise, comme chacun sait, hein, puisque c'était de 1830 à 1962, à la domination coloniale, dans un village qui s'appelle Thaourir Mimoun. Alors ce village est très connu, hein, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont issues de Thaourir Mimoun. Et ce village, selon l'architecture, j'allais dire l'organisation kabyle ancienne, fait partie d'une confédération, ce qu'on appelle en kabyle l'Arsh. Voilà, exactement. Cette confédération, c'est Athénée. Aujourd'hui, on dit que c'est la commune, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, la commune de Beni Yenni en Kabylie. Donc, alors, c'était quoi la famille de Mamri? Alors, c'est les Athma Ammar, hein, on appelait Mouloud Mamri en berbère, si on veut, on dirait Del Mouloud Nathma Ammar. Hein. Donc, cette famille Mamri était une famille très importante dans le village. Alors, c'était pas des grands privilégiés, c'était pas nécessairement des gens très riches, mais ils étaient plutôt bien, plutôt aisés, plutôt, en tout cas par rapport à la Kabylie, j'allais dire, hein, plutôt privilégiés, une famille privilégiée, mais surtout, c'est pas la question économique qui est importante, c'était une famille de lettrés. C'est ce qu'on appelle en kabyle les immousnaoun, c'est-à-dire les savants, les philosophes. Un mousnaou en kabyle, c'est toute une conception de ce qui est la kabbylité, donc dans la Kabylie ancienne, c'était des mousnaoun, comme l'ont été les poètes kabyles anciens, etc. Donc, son père, qui s'appelle Dessel, et qui est un armurier, hein, qui était un artisan de Thaourir Mimoun, dans cette confédération d'Athénée, eh bien, il était en même temps l'amine du village, c'est-à-dire l'équivalent un peu dans l'organisation kabyle ancienne d'un maire, si on veut, hein. Mais l'amine, c'est beaucoup plus complexe que ça, quand même. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus important que seulement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un maire du village. Donc, c'était un personnage important qui s'occupait des affaires, entre guillemets, politiques du village, mais c'était aussi un amousnaou, c'était un poète, c'était un lettré en arabe, en kabyle, en français. Il est rentré à l'école française parce qu'il faut savoir que l'école française, c'est-à-dire l'école laïque, hein, pour ne pas complexifier l'affaire, parce qu'il y avait déjà une école de jésuites avant, est arrivée dans cette confédération d'Athénée en 1883, à la suite évidemment des lois Jules Ferry 1881-1882. Donc, le père Desselm fait partie des personnes qui ont pu aller à l'école, déjà, j'allais dire, à l'école française. Donc, il était lettré aussi en français. Donc, il lisait Victor Hugo, il pouvait, déclamer des poèmes de Victor Hugo, mais il était aussi très concerné par exemple, la poésie kabyle, ancienne, avec des gens comme Youssouf Qassé, Simhandou Mahand, qu'il déclamait également. Voilà l'univers. Et puis, il n'y a pas que le père de Mamri qui compte, il y a aussi son oncle. Eh bien, son oncle, c'est un personnage extraordinaire qui s'appelle Delounes. Eh bien, Delounes Mamri, Delounes Natha'amar, pour en parler en berbère, dans la manière berbère et kabyle de dire les choses, eh bien, c'était un érudit. Il a fait ce qu'on appelle la madrasa, c'est-à-dire une école bilingue, notamment où il a appris l'arabe. Et quand il est sorti de cette madrasa, il pouvait déclamer 72 000 vers, disait Mouloud Mamri, par cœur en arabe. C'était un lettré en arabe, il connaissait le français et le berbère. Et ce Desselm va compter dans la vie de Mouloud Mamri. Alors, dans ce village, Mouloud Mamri va vivre une enfance, somme toute, qui est un peu, j'allais dire, enfermée dans un village kabyle. De temps en temps, il va dans la tribu de sa mère, qu'on appelle les Ethmengelet, hein, comme Ethmengelet. Il va chez eux, il voit là des choses différentes, parce que d'un village à une autre, d'un arch à une autre, ça fonctionne différemment. Il s'enrichit aussi à travers les Ethmengelet, qui étaient plus, j'allais dire, sur l'émotion. C'était autre chose, en tout cas, par rapport aux Imousnaoun, que sont son oncle, son père, ses parents, ses aïeux. Et puis surtout, c'était aussi des artisans, c'était des bijoutiers. On les appelle Ehdaven
le fotta, c'est-à-dire les forgerons, parce qu'en Kabyle, à l'époque, on disait un forgeron pour un bijoutier, et c'était des forgerons de l'argent, c'est-à-dire qu'ils travaillaient l'argent. La famille en général de Mamri, mais son père était lui armurier, hein, donc c'était des artisans. Et dans tout ça, il va aller à l'école, évidemment, à l'école française. Je passe sur le fait que ce n'était pas évident du tout à cette époque-là d'envoyer son enfant à l'école française, hein, parce qu'on était dans un dilemme, une contradiction, celle que si on envoie son enfant à l'école française, on va être acculturé et on va oublier ce qu'on est, on va être assimilé avec cette œuvre d'assimilation de la colonisation. Bref, le choix de Desselem, qui lui-même a été à l'école française, à l'école primaire, en tout cas, il a eu son certificat d'études primaires et il s'est arrêté là, c'est de l'envoyer à l'école. Il va à l'école, d'ailleurs, il raconte qu'il allait pieds nus dans la neige à l'école, donc voilà, pour raconter un petit peu la réalité de ce village, de Taoulet Mimoun, qui est encore une fois un village très important. J'espère qu'il y a des gens de Taoulet Mimoun qui nous regardent, donc on les salue, puisque le village est encore là, et il porte cette personnalité de Mouloud Mamri. Et à 11 ans, son oncle, dont je viens de parler, qui est un lettré, quelqu'un de très important, eh bien, il faut savoir qu'il a décroché un poste au Maroc auprès de ce qu'on appelait à l'époque, on est en 1928, c'est-à-dire le départ de Mamri, le jeune Mamri, à 11 ans, on est en 1928 quand il a 11 ans, eh bien, son oncle était déjà un secrétaire particulier, en quelque sorte, du sultan, Mohamed, qui va devenir le roi Mohamed V du Maroc en 1956. Donc, on est en 1928. Et donc, il a une position, si tu veux, Hamid, il a une position assez importante au Maroc. D'ailleurs, il deviendra en quelque sorte un peu plus tard à la fois le précepteur des enfants du roi. Le précepteur des enfants du roi, c'est bien ça. Plus tard, hein, puisque oui. Hassan qui va devenir Hassan II, va naître uniquement en 1929 et il va devenir quasiment un ministre du roi du Maroc. En tout cas, dans cette période, il est quelque chose comme le secrétaire particulier, un peu une sorte de chef de cabinet du roi, ce qui est déjà important. Il est logé au Palais Royal et il emmène Del Mouloud, qui était un enfant de 11 ans, au Maroc pour qu'il suive les cours de ce qu'on appelle le lycée Gouraud de Rabat. Donc, c'était à Rabat, évidemment, c'est la capitale. Hein. Et le lycée Gouraud, aujourd'hui, c'est le lycée qui s'appelle Hassan II. Donc, il a changé de nom, mais c'est le même bâtiment. Donc, il suit, à partir de la 6e, son collège au lycée Gouraud. Alors là, je vais faire une petite remarque, petite parenthèse. C'est pas si simple que ça d'aller en collège, donc dans l'enseignement secondaire à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce n'était même pas si simple pour les enfants d'ouvriers français, parce que l'école de Jules Ferry, c'était il fallait un certificat en primaire pour pouvoir accéder au secondaire. En tout cas, il y avait 2 enseignements qui étaient en parallèle, hein, c'est-à-dire celui pour tout le monde obligatoire, qui est l'enseignement primaire, hein, qui pouvait aboutir au certificat, etc. Et il y avait l'enseignement secondaire qui était relativement fermé quand même aux gens pauvres. Hein. Et si bien que des gens comme Mouloud Ferraoun est de 1913, il a 4 ans de plus que Mamri. Comme Camus d'ailleurs. Camus est né aussi en 1913, 4 ans de plus que Mamri. Donc, Mouloud Ferraoun, qui était un indigène musulman comme Mamri, n'a pas eu accès au secondaire. Voilà, je ferme la parenthèse pour dire Mamri, il a eu la chance, par ce passage au Maroc, dans le lycée Gouraud, d'avoir un enseignement secondaire un peu réservé à des gens plutôt privilégiés, on va dire. D'ailleurs, il se retrouve au lycée Gouraud avec un seul indigène musulman qui est, lui, marocain, un fassi, sur tout le lycée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez un jeune homme qui, donc j'ai parlé un peu déjà de cet héritage, si vous voulez, qui est celui de la famille, de la kabilité, des Mousnaoun. Eh bien, imaginez un jeune homme qui arrive au Maroc et qui est déjà un petit peu, évidemment, déchiré, il a 11 ans, hein, et puis qui découvre, en fait, que le monde qu'il a connu est loin d'être le seul, déjà, ouverture à d'autres religions, éventuellement à d'autres cultures, etc., puis à tous ces Français, finalement, tous ces Européens, plutôt, qui étaient avec lui à l'école. Et de l'autre côté, eh bien, il y a quelque chose de très violent qu'il va découvrir, et bien, c'est le système colonial. C'est-à-dire que tant qu'il était dans son village, il était le roi du pétrole. D'ailleurs, il était très choyé dans sa famille, etc.
À partir du moment où il sort de son village, il découvre la réalité de l'aliénation coloniale, l'aliénation bien entendu des gens, mais l'aliénation aussi de leur culture, de leur langue, etc. En particulier la langue et la culture amazigh et berbère, bien entendu. Et là, il prend quand même une vraie claque. C'est très violent pour lui, mais c'est ça qui va petit à petit le construire. Alors, il va aussi constater que dans les cours qu'il reçoit, il a des cours sur, évidemment, nos ancêtres les Gaulois, enfin tout ce qu'on sait de l'enseignement colonial. Et il n'y a pas, dedans, il n'y a pas les Berbères. Et il dit d'ailleurs, et il décrit aussi, il dit que il y a les Grecs, puisqu'il a fait du grec, il a fait du latin aussi, il va faire des lettres classiques. Il y a les Grecs, il y a les Romains, il y a toute cette histoire évidemment française, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il reçoit à l'école. Il y a la littérature, bien sûr, qui va le passionner, puisqu'il va en faire sa spécialité, la littérature française, la littérature classique, les lettres classiques. Mais il dit, il n'y a pas les Berbères, on n'y est pas nous. Alors que dans son enfance, il a eu quand même une transmission minimale, j'allais dire, qu'il va explorer après, bien entendu, sur ce qu'était sa culture, sur ce qu'était la société berbère. Eh bien, donc il dit, mais lorsque il y a les Berbères, il a cette phrase, il dit, lorsque nous étions dans les cours que je reçois, eh bien, nous étions sous la bannière des autres. Et ça, c'est très important dans l'œuvre de Mamri. Donc voilà, il découvre le monde, il découvre sa berbérité à travers le regard, en tout cas le miroir déformé de la colonisation et de l'aliénation linguistique et culturelle. Bien entendu, il n'y a pas de cours de berbère dans le secondaire, bien c'est le mot que l'on puisse dire. On parle de certaines choses. Alors, je vais donner un exemple. Jugurtha, évidemment, on en parle, il a eu il se trouve qu'il a eu un cours de latin, il suit les cours de latin, et son professeur de latin en 3e au lycée Gouraud leur fait lire du moins des extraits de Salluste. Salluste, les guerres de Jugurtha. Écrit la guerre de Jugurtha. Bien entendu, cet homme politique, historien, etc., romain, qui va, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a cette histoire de Jugurtha. Et ce qu'il fait, c'est que l'enseignant de latin régulièrement leur demande de faire un texte sur ce qu'ils ont lu, c'est-à-dire une sorte de résumé, de quelque chose comme ça. Et donc, habituellement, l'enseignant leur demande de faire 15 lignes maximum. Et déjà, pour 15 lignes, c'était dur et même Mamri, voilà, c'était parfois difficile sur d'autres textes de faire 15 lignes. Eh bien, sur Jugurtha, Mouloud Mamri, le jeune Mouloud Mamri qui est en 3e, alors là, du coup, il a 15 ans, quoi. Il faut imaginer un peu, il a 15 ans. Il fait 50 lignes sur Jugurtha, si bien que son enseignant se demande, il le raconte Mamri, il y a plusieurs personnes dans son entourage, ceux qui l'ont connu, si bien que l'enseignant est assez sidéré, comment se fait-il que Mamri me fait 50 lignes alors que je lui demande 15 lignes, mais c'est seulement sur Jugurtha. Et quelques temps après, il revient à l'enseignant et il dit, j'ai compris, au fait, Jugurtha, pour lui, c'est son ancêtre à Mamri. Voilà, donc ça, c'est une petite anecdote qui dit que Mamri, elle avait cette conscience de ce qu'il était, de sa berbérité. Et paradoxalement, et on va parler de la contradiction tout à l'heure, c'est que cette conscience, elle vient du fait qu'il y avait ce miroir aussi déformant de la colonisation qu'il a commencé à comprendre. Alors, il y a un autre aspect extrêmement important au Maroc, c'est qu'au Maroc, grâce notamment aux commissionnaires, c'est-à-dire un peu l'homme à tout faire de son oncle, avec lequel il a réussi à sortir, aller voir des Berbères du Moyen Atlas, il a découvert une culture berbère, il a découvert quelque chose de préservé par rapport à ce qu'il a connu dans son village. Des rites, des pratiques, puisqu'il allait dans ce qu'on appelle des halaqas, etc., avec des Berbères du Moyen Atlas, avec ce commissionnaire, et il découvre, au fait, en réalité, que le système colonial, mais je pense qu'il ne le formalise pas comme ça, il le formalisera plus tard après, a détruit d'une manière extrêmement forte en Algérie la culture, il a acculturé malgré tout d'une manière extrêmement forte, notamment à partir de 1871, notamment sur la question berbère, mais au Maroc, comme c'est un protectorat pour aller vite, c'est plutôt préservé. Voilà la deuxième chose qu'il découvre, et c'est important aussi dans son cheminement et dans cette partie de l'héritage. Peut-être as-tu une question
à me poser, Hamid, non, de la part de… Non, mais enfin, juste par rapport à à cette notion, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu toujours le cas. On le voit, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, sur ces questions d'héritage, où ne serait-ce que le bâti a tendance à effectivement bien rester au Maroc et un peu moins en Algérie. On détruit beaucoup d'anciennes maisons, etc. Mais ce qui est intéressant, peut-être la première question, c'est que ça veut dire que très tôt, Mouloud Mamri était conscient qu'il appartenait à une grande civilisation à travers Jugurtha, en fait. Il a pris conscience progressivement. Au début, c'était une évidence, bien sûr. Au début, c'était carrément une évidence. C'est un berbère, il est né dans un village berbère et il a 11 ans, il n'y a pas de problème, c'est un kabyle. Et c'est après, déjà, disons qu'il était d'abord kabyle, si je puis me permettre. Oui. C'est après qu'il découvre la berbérité au sens large au Maroc. Mais tout ça, il va le construire petit à petit, cet héritage, encore une fois. Et à travers Jugurtha, il découvre qu'il y a effectivement une histoire. Alors, avec d'autres choses, hein, parce que il faut imaginer que Mouloud Mamri avait des contacts, des discussions avec Desselem aussi, avec Desselem, qui est son père, avec Dalounes, qui est son oncle à Rabat, et avec Desselem lorsqu'il retournait à Taoulet Mimoun. Donc, c'était aussi des lettrés qui lui transmettaient des choses. Hein, j'ai pas eu le temps de dire tout ça. Donc, c'est tout ça qui, petit à petit, va construire chez lui cette conscience de sa berbérité. D'ailleurs, là, je saute juste une étape avant de revenir, c'est que lorsqu'il part au Maroc, lorsqu'il part au service militaire, excusez-moi, à partir de 1939, il découvre des berbères, notamment du Maroc, qui étaient des soldats avec lui, mais qui n'avaient pas nécessairement conscience de leur berbérité. Il le raconte d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors pour continuer, mais n'hésite pas à me couper, bien entendu. Non, je ne te coupe pas parce que c'est passionnant, Afid. Voilà. Et donc, juste, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que Mouloud Mamri est aussi quelque part une espèce d'archéologue. Parce que finalement, c'est lui qui a un peu fouillé tout ça et qui a un peu retransmis ça, parce que je pense qu'au 19e siècle, c'est des choses qui avaient tendance un petit peu à disparaître. Eh ben alors, tu as absolument tout compris, parce que il y a un livre fondamentalement important de Mouloud Mamri qui s'appelle Poème kabyle ancien, qui est paru en 1980 aux éditions Maspero. Ce livre est très important parce qu'il a d'abord une importance réelle, scientifique, mais il a une importance symbolique. Parce que c'est quand ce livre sort qu'une conférence sur de Mouloud Mamri sur la poésie kabyle ancienne est interdite à l'université. Est interdite en Algérie, exactement. Ouais. Et c'est là qu'on a l'insurrection, si je puis dire, le printemps berbère de 1980. Donc, vous voyez l'importance symbolique. Dans ce texte, il y a 50 pages d'introduction. 50 pages d'introduction. Les introductions comme celle de Mouloud Mamri, il y en a une autre aussi qui est très forte, qui s'appelle La mort absurde des Aztèques, sur une pièce de théâtre qui s'appelle Le Banquet. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais ce sont des introductions, il faut relire quand même, parce que ça résiste. Ce sont des introductions très difficiles à comprendre, mais en même temps très fortes. Et là-dedans, il dit, j'ai compris, et c'est ce que tu dis, que j'étais le dernier maillon d'une chaîne qui allait se briser. Voilà. Ça, c'est une phrase très importante. Autrement dit, il a compris qu'il était missionné et qu'il fallait que le travail continue, sinon ça va partir tout ça. Toute cette richesse, j'allais dire, va partir. Bref, je reviens au lycée. Donc, il va au lycée après le collège, bien sûr, le lycée. Et le lycée, c'est le lycée à l'époque, bien sûr. Nous sommes 1932, enfin 4 ans après le collège, qui est le lycée Gouraud. En fait, à l'époque, on disait le lycée, c'était collège et lycée. Oui. Cette séparation, elle est venue plus tard. Donc, au lycée Gouraud, il fait jusqu'en 3e et il part à Alger, puisqu'il retourne en Algérie. Pourquoi? Parce qu'à Alger, maintenant qu'il a fait le collège et qu'il a eu accès à l'enseignement secondaire, il peut aller au lycée. Et il va dans un lycée très connu qui s'appelle le lycée Bugeaud, donc, et qui va devenir à l'indépendance, heureusement d'ailleurs, le lycée Abdelkader, parce que Bugeaud, l'histoire de Bugeaud avec l'Algérie. Et on ne peut plus compliquer pour dire les choses de manière simple. Alors, dans ce lycée, il va faire ses études, mais c'est le lycée de beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres personnalités importantes. Je prends un exemple tout simple. Albert Camus. C'est le même lycée. Sauf que Camus est parti déjà, puisque Camus, il a 4 ans de plus que lui. Donc, lui, il va avoir le même prof de philo que Camus. C'est la même, il faut comprendre que Mamri et Camus se sont connus, c'est la même génération. Voilà, il est un peu plus jeune, mais c'est la même génération. Donc, il va avoir le même prof de philo que Camus, qui est un écrivain connu, qui s'appelle Jean, à l'époque, et qui est un prof aussi charismatique, qui s'appelle Jean Grenier.
Et grâce aux encouragements, au regard bienveillant de Jean Grenier, il va déjà écrire, et il n'a que 19 ans, un article qu'il va pouvoir publier un peu plus tard, ce sera en 1939, dans une revue, et cet article est important, dans une revue au Maroc qui s'appelle la revue Agdal, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Henri Bosco, pour ceux qui connaissent. Et cet article s'appelle « La société berbère ». Alors cet article, on peut le trouver aujourd'hui sur Internet parce que voilà, les archives de la revue Agdal ont été retrouvées. Et il est très important cet article parce que d'abord, c'est l'article d'un jeune homme qui s'interroge sur la société berbère. Pourquoi nous en sommes là ? Pourquoi cette domination ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous n'avons pas réussi à faire nation, pourquoi nous n'avons pas réussi à briller, etc. Pourquoi le système colonial? Donc, il s'interroge beaucoup et c'est intéressant de lire cet article. Et en même temps, c'est l'article d'un jeune homme. Hein. Il ne dit pas nécessairement la pensée de l'anthropologue qui viendra et de l'écrivain de plus tard. Mais en tout cas, c'est intéressant de le lire parce qu'il y a en plus une phrase fondamentale dans cet article, c'est les Berbères persistent mais ne résistent pas. Donc pour lui, il n'y a pas de résistance à proprement parler, il n'y a pas d'union, il a 19 ans, des Berbères autour de quelque chose qui ressemblerait à une nation, ils ont du mal, il essaye d'analyser, et il dit au fait on persiste quand même, on est là, donc on résiste, on ne résiste pas mais on persiste. Alors chacun pourra se poser la question et réfléchir à ça, et ça montre au fait, pourquoi je le dis, qu'à 19 ans déjà, il avait conscience de sa berbérité et ça le travaillait, Ensuite, toujours pour rester dans l'héritage, il faut se rappeler que pendant tout ce temps, de l'école primaire jusqu'en terminale et après il fera les classes préparatoires, j'y viens, en Hippocagne, et bien il a l'enseignement français. Donc cet héritage qu'il a, c'est un héritage vraiment de la culture française, d'où la contradiction, bien entendu. Et donc, il arrive jusqu'au lycée Louis-le-Grand, qui est quand même un grand lycée d'élite, comme aujourd'hui, il fait les classes préparatoires, sauf qu'à un moment donné, il doit être mobilisé, donc il ne finit pas ses classes préparatoires pour rentrer comme il l'avait prévu à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, mais il va à l'armée. C'était 1939, il est mobilisé 2 fois pour aller vite, et puis il revient de sa mobilisation. Quand il revient, il va faire des cours à la Sorbonne, quand même, c'est en face du lycée Louis-le-Grand, des cours de lettres classiques, et il va passer un concours de professorat. En 1947, il est reçu, il va enseigner les lettres françaises à Médéa, puis une année à Médéa, puis à Alger, au lycée de Ben Aknoun, que chacun connaît bien sûr, enfin en tout cas qui est connu. Et là, il va rester jusqu'en 1957. Et jusqu'en 1957, pourquoi? Eh bien, parce que il va être recherché pendant la guerre d'Algérie par les militaires. Et à nouveau, il est obligé, et là c'est très intéressant, parce qu'il est encore son oncle qui est au Maroc, et sa famille, il est obligé de retourner à Rabat pour se sauver des militaires, parce qu'ils ont appris qu'il avait une connivence avec le FLN, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, il va rester entre 1957 et 1962 en Algérie. Pendant ce temps-là, et là, on arrive… Alors ça, c'est son héritage. Ce qu'il faut comprendre sur l'héritage de Mouloud Mamri, c'est que ce sont des héritages, j'allais dire, multiples. Ce sont des héritages multiples et même, j'allais dire, contradictoires. Donc, et c'est dans cette contradiction, donc cette histoire qui raconte ces héritages multiples, antagonistes, cette contradiction, elle n'est pas vécue uniquement par Mouloud Mamri. Elle est vécue par l'ensemble des élites indigènes de son époque, en particulier des élites francophones. Donc, l'héritage des siens, l'héritage d'une culture dominée, culture berbère, parce qu'il est dans un milieu vraiment familial, et y compris d'ailleurs quand il part au Maroc, c'est la même chose, c'est pas seulement le milieu familial qui lui transmet sa berbérité, ça il faut bien l'entendre. Donc l'héritage des siens, l'héritage des berbères de manière générale, y compris au Maroc, mais l'héritage d'une culture qui est dominée, l'héritage d'une culture qui est en voie d'extinction. Et donc, en même temps, il faut bien le dire, et c'est là la contradiction, le privilège de l'accès à la culture de l'autre, à la culture du dominant, mais à la culture du dominant au plus haut niveau et aux outils également des dominants. Alors, il est tiraillé d'une certaine manière, et on le voit dans un roman qui s'appelle Le Sommeil du Juste, et on peut en parler tout à l'heure, qui est son 2e roman, 1955, entre l'amour des lettres classiques
l'amour de la littérature française, mais aussi l'attachement à son legs familial premier, qui est celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Imusnaoun. Ces Imusnaoun kabyles, berbères, qui ont gardé jalousement cette langue et cette culture qui sont pourtant mises à l'épreuve depuis si longtemps, avec toutes ces invasions dont sera la victime cette terre, au fait, dans laquelle il est né. Donc, il a le choix, en somme, c'est le premier choix, a priori, qu'on voit, entre se trahir lui-même, à travers la trahison des siens, c'est-à-dire aller vers la culture du dominant, s'acculturer totalement, être assimilé au dominant, parce que le dominant, c'est ce qu'il cherche. Hein, la colonisation française, c'était l'œuvre d'assimilation, elle était une œuvre tout à fait ouverte, hein, elle était verbalisée, hein, il n'y avait rien de caché. Ou alors, trahir l'héritage de l'autre, c'est-à-dire celui qui, malgré tout, lui a permis de s'élever dans la société coloniale. Voilà donc le dilemme, mais qui n'est pas un dilemme propre à Mouloud Mamri. Si tu permets, Afid, je te coupe, c'est intéressant ce que tu abordes parce que finalement, il aurait pu être né dans les années 2000 et ça aurait pu être les mêmes questions qui se poseraient aujourd'hui en fait. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, on vit tous là, y compris ceux qui nous regardent, toi aussi, moi, nous sommes évidemment, nous vivons tous dans des contradictions. Après, elles sont plus ou moins fortes. Là, on est quand même, il faut se dire quand même qu'on est pendant vraiment le plus fort de la colonisation et bien puis sûr. Après la guerre d'Algérie, mais tu as tout à fait raison. Hein. Et il y a d'autres intellectuels issus des dominés. Je pense par exemple à quelqu'un comme Albert Memmi, qui lui est un juif tunisien, qui a écrit un roman qui s'appelle La statue de sel, dans lequel il raconte la même contradiction. Alors voilà donc l'héritage. Et maintenant, comment fait-il? Comment il fait avec ça? La question, c'est comment on fait avec cette contradiction pour continuer à vivre, pour donner un sens à sa vie. Eh bien, la solution, moi personnellement, dans les petites recherches que j'ai faites à mon niveau, c'est quelqu'un comme Senghor qui la donne un jour. Oui, en tout cas Senghor, je veux donner un exemple très précis sur Senghor, qui est le poète qui va devenir président. Hein. On est toujours dans la poésie. L'importance de la poésie, parce que l'importance de la poésie chez les Berbères, elle est absolument fondamentale. Les Berbères anciens, c'est fondamental la poésie. Donc Senghor, le poète qui va devenir président du Sénégal, bien sûr à l'indépendance, eh bien dit un jour dans un hommage à un autre intellectuel déchiré, une autre élite déchirée qui est Jean Amrouche, c'était en 1963. Il dit, au fait, ce qui est intéressant sur Jean Amrouche, il était déjà décédé. Jean Amrouche, c'était un hommage. Jean Amrouche est décédé le 15 mars 1962. Il dit, c'est que il est comme moi parce que nous vivons dans des contradictions et la seule manière pour nous de vivre, c'est de dépasser ces contradictions. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un petit peu ce qu'a fait Mamri. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de Jean Amrouche et c'est vraiment une question qui l'a torturé jusqu'à ces derniers jours. Hein. C'est ce que les témoignages dans sa famille nous rappellent effectivement que sur ces questions. Et d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était Tassadit Yassine qui disait que Jean Amrouche déjà à l'époque parlait d'une espèce on deviendrait des espèces de mutants sur ces questions en fait. Oui, une espèce d'être hybride un peu, mais Jean Amrouche était encore plus déchiré parce qu'il était de nationalité française, il était chrétien. Pardonne-moi, je t'ai coupé là-dessus parce que Jean Amrouche, c'est aussi énorme et très intéressant sur ces questions. C'est intéressant parce que Mouloud Mamri s'est intéressé au travail de Jean Amrouche, qui est son aîné. Amrouche est né en 1906. Il est encore plus âgé que Camus, que Ferraoun, mais c'est à peu près la même génération, à quelques années près. Donc, eh bien, la réponse, d'une certaine manière, c'était de dépasser ces contradictions, c'est-à-dire alors ça, c'est fondamental, hein, j'allais dire, c'est important comme raisonnement. Je pense qu'il était inconscient, probablement chez Mamri, mais c'était de se dire, au contraire, je vais prendre tous ces héritages et je vais en faire quelque chose de positif. Oui. Et je vais en faire quelque chose de positif, j'allais dire, d'abord pour moi, et ça c'est fondamental, et puis pour les autres. Pour moi et pour les autres. Et le moi, alors je résume vraiment, hein, parce que c'est compliqué. Désolé, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Et puis après, j'arrête. Tu vois, c'est vraiment une thématique qu'on devrait aborder aujourd'hui dans nos quartiers en France. Ah ben, c'est pour ça d'ailleurs que je me permets d'en parler. Ouais. Tous ces héritages. C'est-à-dire que Mouloud Mamri est un amoureux, alors il faut le dire, et il le revendique, c'est sans doute.
l'un des premiers, mais Amrouche aussi, hein, avant lui. Mais enfin, Amrouche, c'est une situation différente. Il le revendique, un amoureux des lettres françaises, etc., de Victor Hugo, comme son père, hein, qui aimait Victor Hugo. Parce que lui, cette contradiction, il a réussi quand même d'une certaine manière à en sortir et à faire la différence d'une certaine manière entre ce qui est de l'ordre de la France et ce qui est de l'ordre donc des valeurs de la France et ce qui est de l'ordre du système colonial. Ce qui est pas idiot d'ailleurs, hein, comme manière de voir les choses, y compris aujourd'hui, si je puis me permettre. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? L'anthropologie, il va l'apprendre sur le tas puisqu'il va diriger un centre à Alger, je vais vite. Et la littérature, l'anthropologie, les lettres françaises, mais aussi l'héritage de ses parents, Farbeilith, la langue bien sûr, mais aussi la langue, bien sûr, mais aussi l'héritage des Emousnaoun, l'héritage de ceux qui sont au fait un petit peu ce qu'il y a de plus important d'une certaine manière dans cette société kabylancienne, c'est-à-dire ces philosophes qui étaient en même temps des poètes, qui étaient en même temps des gens très importants dans cette société kabylancienne et qui donnaient au mot, à la parole Awel, d'où le nom de la revue de 1985, la revue, qui donnait à Awel, à la parole, une importance beaucoup plus que ce qu'elle n'a aujourd'hui, d'ailleurs y compris, j'allais dire, dans la société occidentale, etc., dans laquelle on vit. C'est-à-dire que Awel, à l'époque, c'était quelque chose de fondamentalement important et la poésie, les poètes avaient un statut social très important et je reviens sur Poème kabylancien, qui est ce livre encore une fois, à double titre fondamental que tout le monde doit avoir chez lui en réalité. Hein. Je ne sais pas si on a suffisamment d'éditions, mais il faut que tout le monde lise à la fois le livre et avec des traductions des poètes kabylanciens, mais aussi son introduction de 50 pages qui dit beaucoup de choses. Donc, tout ça, il va en faire un melting pot, il va se saisir aussi de l'anthropologie, de l'ethnologie, qui est au fait un outil colonial. C'est un outil colonial. Et il va en faire quelque chose de positif. Il va étudier la société berbère au Maroc, dans le sud de l'Algérie, en Kabylie. Il va faire des enquêtes. Il va écrire des romans. Il va écrire son premier roman en 1952, qui est La colline oubliée que chacun connaît. Il va faire partie de cette génération d'écrivains algériens qui ne font pas comme les précédents, parce qu'il y en a eu, on rentre pas dans les détails, mais il y a eu des écrits précédents, mais ce sont des écrits qui répondaient à un modèle colonial. Alors, la génération des années 50, c'est Mouloud Feraoun qui est le premier, qui publie à compte d'auteur en 1950 Le Fils du pauvre, qu'il a écrit déjà en 1939 en réalité. Eh bien, c'est Mouloud Mamri qui ouvre le bal, qui obtient même le prix du livre d'Alger à l'époque, qui était quand même donné par les tenants, j'allais dire, de la France coloniale en Algérie. Et puis 1952, avec l'arrivée à la fois de la grande maison de Mohamed Tib, mais de la colline oubliée de Mouloud Mamri. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont des élites qui ont été formés par l'école française et qui ont été des bilingues, exactement ce qu'on a un Tissot Mamri, et qui vont faire de la littérature, mais qui vont parler de la société kabyle. Et pas seulement kabyle, puisque Mohamed Dib, il parle lui de Tlemcen, mais enfin voilà, qui vont parler de la société indigène, et c'était la première fois. C'est une révolution, c'est la naissance de la littérature algérienne française moderne, mais juste avant la guerre d'Algérie. Autrement dit, cette littérature, c'est aussi une source anthropologique, une déclaration de guerre en quelque sorte à la colonisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une littérature algérienne qui était plus exotique, qui était une insulte, qui était une insulte à la culture locale, aux autochtones, parce qu'elle les folklorisait. Mouloud Mamri le dit très bien. Tous les écrits du 19e siècle, grosso modo, folklorisaient toutes les chercheurs en sciences humaines, folklorisaient totalement ces questions. C'est intéressant de les lire, hein, parce qu'il faut avoir un regard critique, mais on voit que c'est une rupture dans les années 50. Et le paradoxe, évidemment, c'est que c'est l'école française qui a formé ces gens-là. Hein, mais bon, ça, c'est une histoire. Donc, il va participer à ce mouvement d'abord, qui est un mouvement révolutionnaire. Alors, si on lui reproche d'avoir une collusion, comme l'ont fait certains intellectuels de l'époque, qu'on appelle des intellectuels organiques, je reviens pas dessus, d'avoir d'une collusion intellectuelle avec le colonialisme, c'est quand on l'a pas lu ou on n'a rien compris à l'histoire. Donc, du coup,
à travers d'abord bien sûr la littérature, mais aussi à travers ce qu'il va faire sur les études berbères, etc. Et il va aller jusqu'à travailler sur la langue, sur la grammaire, comme vous le savez, sur le vocabulaire et sur l'écriture même en caractère latin de la langue berbère. Donc, il va publier un peu plus tard, bien plus tard, il va publier lexique touareg français, etc. Donc, il y a un certain nombre d'œuvres qui vont parler pour lui dans cette unité qui est celle de la défense et de l'illustration de la culture berbère. Alors, bien sûr que j'ai un attachement particulier pour un poème kabyle ancien parce que je sais qu'on ne le connaît pas suffisamment, malheureusement, et que c'est une œuvre majeure. Mais il y a le théâtre aussi, donc il y a 4 romans en tout. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vite, mais s'il y a des questions tout à l'heure, j'expliquerai de quoi il s'agit. Il y a 4 romans en tout, il y a 3 pièces de théâtre, et il y a tout le travail sur la linguistique, mais il y a aussi le travail sur les anciens, sur Sim'an Douman, comme l'ont fait d'autres, c'est-à-dire à la fois Boulifa au début du XXe siècle, qui est aussi un précurseur un peu de Mamri sur le plan intellectuel. Et puis sur Sim'an Douman, il y a eu bien sûr, comme vous le savez, Feraoun dans les années 60 qui va aussi écrire. Eh bien, Mouloud Mamri écrit sur Sim'an Douman. Il écrit, qui est un grand poète, un très grand poète du 19e siècle, kabyle, et qui va écrire notamment sur ce qui a été la destruction qui a succédé de la société kabyle notamment, mais pas seulement, de la société algérienne de manière générale, qui a succédé à ce qu'on appelle l'insurrection de 1871, mais en réalité c'était une véritable guerre qu'il y a eu en 1871, mais ça c'est encore une autre histoire qui me demanderait beaucoup de temps. Voilà, donc il a écrit sur la poésie, il a traduit des poètes, il a écrit lui-même de la poésie en français. Voilà, on voit son œuvre à peu près complète ici, là, sur la diapositive. Et donc, cette œuvre a donc un dénominateur commun qui est celui de la défense et de l'illustration de ce qu'il était, mais pas seulement. Il a voulu transmettre aux autres, mais pas en faisant un legs un peu banal de ce qu'il a eu, mais en travaillant, bien entendu, en dénichant, en cherchant, en allant chercher, en valorisant, en traduisant, en racontant ce qu'il y avait avant. Et c'est encore toujours pas fait suffisamment aujourd'hui, notamment avec un public français. Et il va évidemment avoir une vie aussi de militant. Il va militer, non pas comme quelqu'un qui fait de la politique, parce qu'il ne fera jamais de politique. Son militantisme, il est culturel. C'est un intellectuel, c'est tout. Mais il va, pendant la guerre d'Algérie, bien entendu, écrire des lettres à l'ONU qui vont être emmenées par l'ambassadeur à l'époque français, à l'époque, c'est en réalité le ministre de l'information du GPRA, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais donner beaucoup de noms, qui s'appelle Mohamed Yazid, qui va aller lire à l'ONU pour défendre la cause algérienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être obligé d'aller au Maroc parce qu'il a été menacé puisqu'on a donné son nom. Oui. Alors c'est quelqu'un de très bien d'ailleurs qui a donné son nom, hein, c'est pas le problème, mais on a donné son nom lors de séances de torture. Et donc voilà, il part et il revient en 62. Alors pour terminer, parce qu'on est à 10 minutes et peut-être que voilà, en 1962, il est confronté à une nouvelle aliénation culturelle. Exactement, c'est là que je voulais en venir justement après 62. Voilà. Comment il voit les choses à ce moment-là? L'indépendance arrive et finalement, je pense que comme beaucoup, il s'attend à des changements et finalement, c'est pas ce qui s'opère. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête? Alors oui, il a de l'espoir, il le dit, il l'écrit d'ailleurs, il dit que c'est la colonisation, il n'y a rien à attendre en gros de la colonisation. C'est des indépendances qui peuvent permettre au peuple de s'émanciper, mais il n'est pas dupe, il se rend compte tout de suite, c'est la désillusion la plus totale. Il est mis de côté, d'ailleurs il a été déjà mis de côté par les intellectuels organiques du FLN depuis la sortie de La colline oubliée en 1952, parce qu'il y a eu une polémique et il a été violemment attaqué par ces gens-là qui lui ont dit qu'il était en collusion intellectuelle avec le colonialisme, entre autres. Mais non seulement, bien sûr, il va de 1965 à 1972 enseigner, 72-73, enseigner le berbère, mais de manière complètement officieuse à l'université d'Alger. Il va diriger ce centre
d'anthropologie aussi et d'histoire, le CRAP. Il va faire beaucoup de choses. Il va aussi publier dans une revue qui s'appelle Lipica, à qui il va donner vraiment ses lettres de noblesse, mais il est arrêté quand même dans son élan par le pouvoir qui voit en lui un gêneur, quelqu'un qui va à l'encontre évidemment de l'idéologie arabo-musulmane qui était celle qui était choisie par le FLN. Donc il va beaucoup souffrir. Ça veut dire, en fait, il est passé de Caribe dans Silla. Il est passé du colonialisme, l'aliénation coloniale de la culture de la langue amazigh et des gens, tout simplement, à l'aliénation du régime indépendant de l'Algérie. Et il va se battre avec les armes d'un intellectuel contre ce régime. Et on arrive comme ça à 1980 avec le mouvement culturel berbère, le printemps berbère de 1980, qu'il déclenche à son corps défendant, puisqu'il voulait faire une conférence qui a été interdite. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est populaire d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer dans les années 80, et il l'est encore aujourd'hui, après sa mort. Donc, il continue, il travaille dans tous les aspects que j'ai expliqués. Il crée la revue Awel en 1982 pour aller vite. Il va former et travailler avec Tessa Yassine, la ramener à la berbérité aussi, parce qu'elle n'était pas sur des thèmes berbères. Il travaille avec Pierre Bourdieu à Paris. Il fait les allers-retours entre Alger et Paris. Il va au Maroc, à Oujda, en 1989. Il fait une conférence sur la mazérité. Et là, malheureusement, le destin fait qu'il n'est plus là aujourd'hui parce qu'il est décédé ce soir, cette nuit du 26 février, du 25 au 26 février 1989, en nous laissant une œuvre inachevée. Et je crois vraiment profondément encore mal comprise par beaucoup. Et il y a des chemins de recherche qu'il a ouverts. Et il faut absolument que le maximum de chercheurs, pas seulement d'Algériens, bien sûr, parce que lui, il était ouvert sur le monde, continue ce travail qu'il a fait. Parce que c'est un travail pour l'humanité, c'est un travail pour l'universalité. Hafid, quand tu dis mal comprise, c'est-à-dire pourquoi ça a été mal compris? Parce que d'abord, on a essayé de le récupérer. Voilà, lui, il est irrécupérable. C'est un insoumis. Hein. Donc Mouloud Mamri, c'est quelqu'un qui n'était pas nécessairement contre la diversité, par exemple, de l'Algérie. Il faut être très clair. Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé aujourd'hui, hein, mais en tout cas, il était pour une Algérie diverse, etc. Il s'est fait avoir, certes, mais il pensait que c'était une richesse que ce pays, cette nation nouvelle, indépendante, puisse garder tout ça, voilà, garder à la fois sa berbérité, mais aussi le reste de ses composantes. Il a été secrétaire général, enfin il a présidé l'Union des écrivains algériens de l'époque, où il y avait des arabophones, etc. Donc c'était pas du tout quelqu'un de fermé. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises et il l'écrit notamment, dans un entretien qu'il a avec Tahar Djaout, malheureusement qui a été assassiné par les islamistes en 1993, cet écrivain-là, un long entretien qui a été publié en 1987, il dit qu'une culture qui se renferme sur elle-même, c'est une culture qui est moribonde, qui va mourir. C'est ce qu'il a essayé d'éviter. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la folklorisation de la culture berbère, de la mazérité, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et lui, il est critique. Je l'ai dit tout à l'heure, il est critique. Je vous invite à lire La Société berbère, le texte, bien sûr, un texte de jeunesse qui est présent sur Internet, qu'il a écrit quand il avait 19 ans. Il est très critique sur les berbères. Il est aussi, bien entendu, critique avec l'Algérie indépendante, c'est le moins qu'on puisse faire avec le FLN, parce qu'il a écrit un grand roman qui s'appelle La Traversée, qui est publié en 1982, qui est peu connu, qu'il faut absolument lire, dans lequel il raconte justement cette désillusion de l'indépendance. Et puis, il est critique. Alors, La Colline oubliée, son premier roman qui parle d'un village, on peut penser, c'est le décor du sien, de son village, qui est un petit peu confronté à l'épreuve coloniale, j'allais dire, eh bien, il fait une critique des traditions du village. Autrement dit, pour Mouloud Mamri, la transmission, c'est pas seulement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit tout à l'heure, transmettre des choses comme ça. L'héritage, il faut qu'on l'interroge, cet héritage. Il faut que chacun d'entre nous l'interroge. Mais avant de l'interroger, eh bien, il faut le connaître.
il faut l'apprécier. La poésie kabyle ancienne, c'est quelque chose d'extraordinairement important dans la littérature kabyle, par exemple. Et là, lui, il le montre, mais je ne sais pas si tout le monde, aujourd'hui, je pense notamment aux jeunes, a saisi l'importance de ça. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on connaît finalement peu de choses de l'œuvre de Mamry. On connaît peu de choses encore de tout ce qu'il a pu penser, dire, etc. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de chercheurs qui travaillent sur cette question. Et il n'est pas nécessaire, bien sûr, en Algérie, mais en France aussi. Et il n'est pas nécessaire d'être en Algérie pour faire des recherches sur un homme aussi important, aussi universel comme Mouloud Mamry. Oui. Hafid, c'est très intéressant ce que tu dis parce que on pourrait mettre Mouloud Mamry finalement au même niveau de cette génération de poètes, de chercheurs, de politiques. Je pense à Aimé Césaire, je pense à Léopold Senghor, etc. Où ce sont des gens qui ont vraiment compris cet aspect, quand je parle de Césaire et Senghor, sur l'aspect de la négritude, qu'il fallait positiver ce que nous étions. Et je crois que Mouloud Mamry a essayé de faire ça. Et cette question de défolklorisation, elle est toujours d'actualité. On n'a pas réussi, je pense, à passer au-dessus aujourd'hui. Merci. Et d'ailleurs, parfois, merci de le dire à ma place. Voilà. Parfois, j'ai l'impression qu'on retombe sur des automatismes de folklorisation de cette identité qui est pour moi en fait plus qu'une identité, parce que je pense que Mouloud Mamry a compris un peu ce que disait aussi Fernand Braudel, c'est que l'histoire du temps long, c'est l'histoire des civilisations. Et l'histoire des civilisations, c'est l'histoire amazigh qui doit, à un moment donné, que les gens doivent apprécier telle qu'elle est, se poser des questions sur les choses qui ne vont pas, etc. Mais se dire que finalement, ce que nous sommes, c'est bien et c'est beau. Et pas ce que nous sommes, cette domination intellectuelle. Il faut qu'on arrête un petit peu. Voilà. Alors, j'ai envie de réagir. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec les références que tu cites. On n'a pas le temps de tout développer. J'ai envie de citer au moins une citation. J'espère que je vais trouver l'autre parce que je suis en train de regarder en même temps. Alors, voilà ce que dit Saadit Yassine, ce qu'elle écrit. Il avait une détermination qui marquait une rupture, qui signifiait par là même une mise en question de l'ordre politique. Mais alors de tous les ordres, c'est-à-dire que quand on s'interroge pas, on n'avance pas. Une contestation de l'ordre social aussi, puisque la réalité qu'a vécue Mamry, c'est que les Algériens, et les Kabyles en particulier, et puis les Berbères de manière générale, les Imazighen de son époque, hein, puisqu'ils existent encore heureusement, les Imazighen, ben, les Kabyles ont malgré eux intériorisé à cette époque-là les valeurs de la culture dominante. Et on arrive même à oublier leur propre histoire et les soubassements de leur personnalité. Il s'est battu pour ça. Moi, je vais te dire quelque chose de très clair. C'est pas gagné, hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et sur la folklorisation de la culture. Alors, il écrit, lui, très clairement dans cette magnifique introduction au poème kabyle ancien. Il dit au fait que l'objectif de la folklorisation de la culture, qui a été d'abord l'œuvre de la colonisation au XIXe siècle, avec l'ethnologie, le fait d'étudier les gens comme s'ils étaient figés, hein, vous voyez. Oui, l'étude des peuples africains, des peuples primaires. Exactement. Cette folklorisation de la culture a pour objectif d'aliéner, de dominer, de tuer même cette culture. Et voilà ce qu'il écrit. C'est toujours un peu complexe avec Mamry, hein, mais voilà ce qu'il dit, vous allez comprendre évidemment. Le postulat d'une tradition immuable, concrètement définissable de l'intérieur, intervient comme un élément d'une stratégie plus ou moins consciente et comme notion sécurisante. L'autre, rendu transparent par l'analyse, est ainsi fossilisé, condamné à l'immobilité des choses. Il devient par là manipulable et il cesse d'être imprévisible. Voilà, vous voyez le message de Mamry. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais il faut quand même… Mamry, au fait, son message, il ne le dit pas, c'est qu'il faut bosser un peu avant de revendiquer, avant de… Il y a un gros travail que nous devons faire, comme il l'a fait, sur nous-mêmes. Les francs-maçons, ils disent le temple intérieur, c'est-à-dire est-ce que nous-mêmes, on sait qui on est, etc., à peu près, hein, voilà. Est-ce que nos contradictions, est-ce qu'on les gère, nos contradictions, etc. Je suis pas en train de dire que moi, je suis parfait, personne n'est parfait, mais enfin… sur nous-mêmes d'abord, et puis la transmission, la générosité. Mais la transmission, ça ne veut pas dire, voilà une tradition que m'ont laissé mes grands-parents. Moi, je continue sur cette tradition et je ne bouge pas parce que c'est la tradition. C'est pas du tout ça la transmission chez Mamry, y compris pour ce qui est de la transmission de la langue. Parce que la langue doit être vivante aussi.
La langue, Exactement. elle doit accepter d'être interrogée. Sinon, elle meurt. Voilà. Tu pourrais faire signer ces mots par Frantz Fanon finalement aussi, hein. C'est ça qui est intéressant. Et on va conclure par ces mots parce que ce que je te disais tout à l'heure des garçons, des hommes, pardon, comme Mouloud Mamri, on pourrait même descendre jusqu'à Saint-Augustin. Finalement, ce sont des gens qui pourraient être contemporains de nos sociétés aujourd'hui sur ces questions, qu'on a totalement oublié, qu'on devrait justement se réapproprier, à la fois en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Et c'est tellement dommage, tu vois, de tomber. La première partie de mon intervention, mon cher Hamid, c'est héritage. Exactement. Il faut commencer par l'héritage. Voilà. Il y a Exactement. beaucoup de gens qui ont dit des choses. Et si on les saisit pas, si on ces choses-là, c'est ce qu'il a fait. Notamment, alors moi, c'est une découverte, les poètes kabyles anciens. Alors le plus ancien qu'il ait cité, mais peut-être qu'il y en avait d'autres, c'est le XVIIe siècle, Youssouf Fourkassi. Que disait Youssouf Fourkassi? Quelle était la pensée de Youssouf Fourkassi? Quelle est la pensée de Simhandou Mahando, 19e? Qui sait ça aujourd'hui? Oui, il y a des gens qui le savent, mais ils sont combien ceux qui le savent, etc. Voilà, déjà. Et puis, tu l'as dit, bien sûr, François Fanon, Jean Amrouche. Que voulait faire vraiment Jean Amrouche? C'était quoi ce qu'il voulait faire? Malheureusement, il est mort avant, mais il en a beaucoup souffert parce que lui, il n'a pas réussi à aller comme Pharaon. Hein, ils sont morts tous les deux en 62 d'ailleurs. Hein, vraiment, voilà, dans la même période. Malheureusement, Pharaon assassiné par l'Ouest. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des héritages dont il faut user. Donc, en fait, Mamri est lui-même un exemple d'une certaine manière. Que ce soit pour la berbérité ou pour autre chose. Là, on parle évidemment de la berbérité, de la mazérité. Ce qui inscrit la mazérité dans l'universalité. Mamri n'a jamais dit que les berbères, c'est les meilleurs, etc. Il n'a jamais dit ça. En revanche, il a rendu le meilleur service aux berbères, à nous tous, parce qu'il a travaillé, il a transmis, il a été le maillon qui aurait pu être d'une chaîne qui aurait pu complètement se briser. Oui, puis il a transmis cette complexité de la langue, de l'utilisation de cette langue à travers la grammaire, etc. Donc, c'est très intéressant et on est en 2021 et je pense que on en parlera encore peut-être dans 30-40 ans autour de ces sujets, mais c'est très d'actualité, c'est très contemporain, c'est ce qui est passionnant. Et Hafid, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. C'est court 1 heure parce qu'en fait on pourrait passer des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais. Il y a tellement de choses à dire sur Mouloud Mamri. Je vois est-ce que les gens qui nous regardent, il y a plus d'une 20aine de personnes là. Je vous remercie à tous d'être avec nous. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions, peut-être en prendre une ou deux. Si tu as encore un peu de temps, Hafid. Moi, je suis d'accord. Alors, il y a une question de Amer Mohamed Tayeb qui dit « Peut-on savoir pourquoi Mamri avait-il choisi le pseudo de Bouakaz quand il écrivait en anonyme sur le journal Espoir Algérie dans les années 50 ?» C'est assez évident. C'est en 1957. Espoir Algérie, c'est le journal des libéraux. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, c'est des Français, intellectuels et autres, qui étaient du côté plutôt des dominés, des Algériens, quoi, hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, le FLN, pendant cette période, d'ailleurs, a complètement noyauté les libéraux. Et donc, Espoir Algérie, il était prof à Ben Aknoun. S'il avait un jour écrit avec son nom dans Espoir Algérie, lui, l'indigène, attention, hein, lui, l'indigène, oui. Et puis, il était prof, c'est un fonctionnaire, bien entendu. Et donc, c'est très compliqué et c'était la meilleure façon pour lui de pouvoir écrire librement. Voilà, donc on comprend très bien pourquoi. Mais il a fait plus que ça, puisque les lettres qu'il a écrites pour le FLN, bien entendu, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont d'ailleurs publiées dans le livre, puisque tu as parlé du livre, qui est aussi le même qui est publié en Algérie actuellement aux éditions Coucou, qui s'appelle donc La face cachée de Mamri. Eh bien, ces lettres sont publiées et le pseudonyme pour ces lettres-là, c'est Bouakaz. Donc voilà. Et évidemment qu'il était obligé d'être sous pseudonyme, mais ça ne l'a pas beaucoup servi parce que finalement, le pouvoir algérien ensuite, et surtout ceux qui lui voulaient du mal, parce qu'ils le voyaient comme un danger pour l'arabo-islamisme, hein, qui est une idéologie mortifère, parce que
a priori, l'islam, l'arabe, ils sont présents en Algérie. Mais si tu dis qu'il y a que ça, c'est une catastrophe. C'est Oui. complètement mortifère comme manière de voir les choses. C'est une autre forme de folklorisation. Eh bien, ces gens-là, comme ils ont vu qu'il était dangereux pour l'idéologie qu'ils ont choisie et de laquelle ils ne voulaient jamais se départir, eh bien, ils l'ont accusé, ils ont sorti des choses, il y a des articles, on n'a pas le temps d'en parler, dans les Moudjahid, etc., qui disaient que c'était un traître. C'était quelqu'un, finalement, qui, pendant la colonisation, était au Maroc. Bon, c'est pas complètement vrai, puisqu'il s'est sauvé en 57. Et puis, lui, c'est un intellectuel, c'est au sens du 19e siècle du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas combattu avec les armes pendant la guerre d'Algérie, mais il a combattu avec son intellect. Et puis, il disait de lui qu'il n'a rien fait du tout, qu'il ne s'est pas approché du FLN, alors même qu'on a aujourd'hui, et dans ce livre, des témoignages qui lui redonnent un petit peu cette… Parce que lui, c'était quelqu'un de très discret, il n'allait pas… Voilà. Il a écrit d'ailleurs des choses pour répondre, mais qui n'ont pas toujours été publiées, qui ont été plus publiées en France et au Maroc qu'en Algérie, d'ailleurs, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, on a essayé de le salir, de le faire passer pour quelqu'un qui est un francophile, etc. Et d'autant plus que les Kabyles de l'époque, ceux qui défendaient la kabilité et la berbérité, la mazérité, ben souvent on disait c'est parce que ce sont des francophiles. C'est parce qu'en fait, voilà ce qu'on disait à l'époque. Oui. C'était des francophones, pas tous d'ailleurs, mais qui disaient attendez, mais il n'y a pas que l'arabité en Algérie, c'est pas possible. Et ils étaient tous attaqués de cette manière-là, mais lui en particulier. Et c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a pas changé de cap avant et après la colonisation. C'est un homme dont l'œuvre mérite d'être regardée encore une fois. De toute façon, son œuvre, on prend que les romans, La colline oubliée, Le sommeil du juste, L'opium et le bâton, et il y a 4 romans. Ceux-là aussi, il faut que tout le monde les ait chez lui. Et la traversée raconte tout, c'est-à-dire son cheminement intellectuel, il est dans son œuvre. Donc on peut pas dire qu'il a été pour le colonialisme. Et je rajoute une chose, il y a une lettre qui est publiée dans le livre, qui s'appelle Lettre à Jérôme, qui a été publiée dans une revue en 1957. C'est un numéro spécial dans une revue qui s'appelait Entretien, qui était d'ailleurs édité à l'époque par un poète qui a été malheureusement assassiné, lui aussi. Enfin, l'histoire de l'Algérie est une histoire tragique qui s'appelle Jean Sénac. Eh bien, dans cette lettre, c'est une lettre, elle est page 75-76 de la version française et marocaine du livre. Je ne sais pas dans quelle page elle va être dans la version algérienne, puisque j'ai pas le livre. Eh bien, cette lettre, c'est le meilleur texte contre le système colonial que je n'ai jamais lu. Voilà. Donc, je ne vais pas dire un extrait parce que ça va prendre… On fera une soirée. Il y a une dernière question peut-être qu'on va prendre à Fid, si tu as encore 2 minutes, on a un peu dépassé le temps, mais je pense que tu l'as dit, et puis c'est de Hassan Ali Ouchouch, si je prononce correctement. C'est un ami, Hassan Ali Ouchouch. Quel était l'impact de son passage au Maroc sur sa prise de conscience sur la culture berbère au sens large? Si tu permets, sur cette question, je pense que Mouloud Mamri a été clair. Il a dit que la question berbère se réglera d'abord au Maroc pour qu'ensuite, derrière, les choses se régleront quelque part. Il va y avoir un effet domino du Maroc, en fait, à partir du Maroc. En tout cas, si on veut répondre directement à la question de Hassan, que je salue encore une fois, c'est de dire que c'est grâce aux Berbères du Maroc qu'il a eu une vraie prise de conscience de ce qu'est la mazérité, parce que tant qu'il était dans son village, et là on parle de jusqu'à 11 ans, parce que quand même on parle pas c'est pas à l'âge adulte qu'il s'est rendu compte de tout ça, il s'en est rendu compte rapidement, mais c'est quand même un choc pour lui. Imaginez un enfant de 11 ans qui arrive au collège et qui découvre une autre donne, donc avec ce commissionnaire, comme je l'ai dit, l'homme à tout faire un peu de son oncle, Del Wounes, qui l'emmenait voir un petit peu comment ça se passait dans les cercles des Berbères du Moyen Atlas. Donc il découvre au fait que la berbérité, et en plus ils avaient un parler, j'ai oublié de le dire, qui ressemble au kabyle. Donc du coup, oui. il était impressionné. Il dit, mais en fait, c'est comme nous, ils sont comme nous quand ils voyaient ça. Donc, et d'autant plus qu'eux, ils ont gardé une spécificité. Parce que, comme je l'ai dit, la colonisation algérienne, la soumission, le début, c'est-à-dire le moment où on devait soumettre les Algériens et les Kabyles en particulier, et qui est allé au moins jusqu'en 1857, et puis surtout la guerre de Moqarani Tchirahdel en 1871 ont totalement détruit la société indigène. C'est-à-dire aussi, d'ailleurs, Mamri dit que les poètes, il y en a eu pas beaucoup après 1871, alors qu'avant 1871, c'était
vraiment énormes. Hein. Il y en a eu encore, hein, bien sûr, mais pas autant. Il le dit très clairement. Et donc, cette société kabyle ancienne a été quand même détruite. Elle n'était pas restée dans ses aussi conservée que ce qu'il a pu observer et qu'on observe aujourd'hui au Maroc. Donc, ça lui a encore plus donné des renseignements sur ce qu'étaient les Mazérités. Donc, on peut dire en effet que c'est grâce au Maroc, et je sais que nos amis marocains adorent Mamri, comme ils adorent Matoblounes d'ailleurs, c'est pas pour rien. Eh bien, d'ailleurs, sa dernière conférence, c'est une symbolique. Hein, il l'a faite à Oujda, au Maroc, avant de mourir, hein, Mamri. Donc, c'est grâce au Maroc qu'il découvre réellement l'étendue de la Mazérité, comme je l'ai dit, en même temps que la violence du système colonial. Hafid, merci beaucoup pour cette rencontre passionnante. Je rappelle aux uns et aux autres que Hafid est l'auteur de Tassadit Yassine avec Mouloud Mamri, qui est sorti cette semaine en Algérie, qui peuvent aussi il y a la version française qui est sortie maintenant depuis quelques années. Merci vraiment pour ton éclairage. Je souhaiterais aussi remercier Lamia qui est cachée derrière son ordinateur, mais qui est à la régie, qui nous a mis tous en place. Remercier aussi Fazia, qui est notre directrice du Centre culturel franco-berbère. Et remercier toutes les personnes qui nous ont suivis là. Donc, on a eu un peu plus d'une vingtaine de personnes à distance. Donc, merci à vous tous et on espère vous revoir prochainement sur d'autres thématiques. En tout cas, merci infiniment pour cette conférence sur la langue, héritage et transmission parce que c'est vraiment quelque chose d'actualité. Et tu nous as beaucoup apporté ce soir. Merci, c'était un grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, Hafid.